Alors du coup, je vais commencer par vous parler un petit peu juste pour introduire. On voulait parler en fait de l'inclusion scolaire. On a préparé les choses en partant du principe qu'en fait, le plan en fait de notre présentation, ça va être l'aménagement scolaire en règle générale, avec la part de l'enseignant, la part de l'enfant, la part des parents. On vous parlera aussi un petit peu de la MDPH et de la compensation informatique qui est quand même souvent utile pour les enfants présentant des troubles de la coordination. Et puis on vous parlera de ses avantages et bien sûr aussi de ses limites et des particularités qui peuvent y avoir parce que c'est toujours très individualisé comme accompagnement et comme mise en place. Alors, du coup, la première chose, c'était de parler de l'école de l'inclusion scolaire, en fait, parce qu'avec nos enfants TDC, bien évidemment qu'il n'y a a priori pas de raison qu'ils soient dans des parcours spécialisés. Donc, on est vraiment là dans l'idée de l'inclusion scolaire. Assurer donc, du coup, une scolarité de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, par la prise en compte de leur singularité et de leurs besoins éducatifs particuliers. Et du coup, l'idée, c'est de renforcer l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques, d'améliorer l'identification de ces fameux élèves. Voilà. Et du coup, je laisse la parole. Voilà, donc au niveau de l'enseignant, il faut d'abord qu'il pense à adapter tout ce qui est pédagogie. Tout à l'heure, on a parlé aussi de la pédagogie universelle, le fait de proposer des choses qui vont marcher pour la plupart des élèves. Le fait d'accepter de partager ces documents, même de façon numérique. Il n'y a pas de droit d'auteur spécialement à évaluer. Le bon sens des aménagements, tout n'est pas toujours aussi facile, il faut vraiment adapter à chacun, pas surcompenser non plus. Comprendre la place de l'informatique et ses limites de mise en œuvre. Solliciter les autres intervenants au bon moment. Donc on a parlé justement tout à l'heure d'avoir plusieurs thérapeutes qui travaillent ensemble sur comment faire pour que l'enfant y arrive mieux. Alerter les parents aussi sur le profil spécifique de l'enfant. C'est parfois effectivement les enseignants qui vont être en première ligne pour dire écoutez là, il n'a pas le même profil que les autres. Donner confiance à l'enfant, puisqu'il est souvent en manque de confiance, participer, proposer régulièrement à l'enfant d'utiliser son outil de compensation et surtout éviter les remarques sur le manque d'efforts, de soins dans tout ce qui est cahier, etc. Et enfin, demander si l'enfant peut avoir un manuel ou un livre numérique. On peut voir ça avec le directeur de l'école, le principal du collège, etc. Mais qui soit adapté aux lecteurs vocaux. Parce qu'il y a des manuels qui sont déjà en numérique, mais qui ne permettent pas aux lecteurs vocaux de lire ce qui est sur la page. Alors concrètement, pour les aménagements, donc, on peut adapter la dose d'exercice, puisqu'on sait que c'est des enfants qui sont très fatigables, lui permettre de faire des pauses, l'autoriser à bouger. Alors, on va voir tout à l'heure une petite vidéo de Cécile. Vous verrez comment est-ce qu'il peut bouger. Vous avez à côté un petit dessin d'un coussin à picto. Adapter visuellement les supports, les aérer au maximum, éviter tout ce qui est illustration. Vous voyez tout à l'heure qu'il est facilement distractible par tout ce qui est en périphérique. Éviter les colonnes. Nombreux retours à la ligne, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Les recto-verso. Le mieux, ce serait de faire un exercice par page. D'utiliser des lignages colorés. Alors, on a un petit exemple ici avec les lettres qui sont posées sur la terre. Il y a l'herbe juste au-dessus pour les petites lettres. Puis, il y a le ciel qui va jusqu'en haut. Et puis, en dessous, on peut avoir aussi sous la terre tout ce qui est feu. Donc, le rouge. Utiliser une police sans empattement, sans sérif, sans les petits trucs qui dépassent pour faire joli. Et quelque chose de très régulier. Au niveau du vocabulaire, on peut aussi éviter des choses compliquées. Donc, adapter le vocabulaire et les consignes, une seule consigne à la fois, puisqu'on a vu qu'au niveau de la planification, c'est pas toujours évident pour eux. Adapter l'agencement de son espace de travail, la trousse, le cartable, on verra aussi une petite vidéo. L'organisation, éviter les multiples supports. Les cahiers sont préférables à tout ce qui est classeur avec intercalaire. L'aider à gérer le temps. Donc, on a un joli timer juste à côté là, pour qu'il voit le temps qui passe, faire des fiches étapes, éviter la manipulation des outils géométriques et préférer l'oral, même en orthographe. Le fait d'épeler un mot est plus facile que l'écrire pour la plupart. Et penser au placement de l'enfant dans la classe, donc éviter tout ce qui est distraction si on le met près d'une fenêtre, utiliser des paravents si besoin, éviter les îlots et le placer face au tableau.
Alors du coup, vous n'avez pas le son sur la vidéo, c'est pas nécessaire, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a certains mouvements en fait que les enfants peuvent faire en classe sans déranger qui que ce soit. Et la première partie, c'était simplement de dire que si l'enfant est mal assis, il y a plus de chances qu'il bouge. Là, le ballon, on en parle beaucoup, c'est très à la mode, ça peut vite devenir un objet qu'on peut lancer, on a le coussin, un picot. Là, c'est pareil, si l'enfant n'a pas les pieds au sol, ça le déstabilise pas mal. On a cette histoire de chambre à air ou des parcours moteurs qui peuvent être mis en place, que ce soit dans les couloirs ou ou simplement des petits gestes comme ça, ou alors des objets lestés. Effacer le tableau, ça marche bien aussi, et on peut prévoir aussi d'avoir des... moi j'appelle ça des boîtes de caoutchouc dans laquelle l'enfant en fait va trouver différents objets qu'il peut manipuler au moment où on a décidé. Ça c'était le début de la vidéo que j'ai mal coupé. Oui, faut passer encore. Donc là, on a un exemple de trousse. C'est un exemple de trousse. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des difficultés de coordination doivent avoir une trousse comme ça, mais simplement, c'est vrai qu'il y a ce modèle de trousse qui existe. Il y a le fait d'avoir un pot à crayon sur le bureau. Ça peut aussi être une boîte. Ça peut être aussi l'idée d'avoir finalement plusieurs pots ou le matériel scolaire sur le bureau de l'enseignant. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de ces enfants-là ont des difficultés d'organisation. Donc ça, c'est une des options qui est possible de mettre en place. Ce n'est pas celle qu'il faut mettre en place pour tout le monde non plus. Juste petite démo, c'est que quand vous l'achetez, c'est prévu pour tous les stylos qui ont la même taille. À vous de faire un peu votre organisation pour que ce dont il a besoin rentre au bon endroit. Voilà, alors souvent les codes couleurs sont aussi importants pour eux. Le fait de faire, par exemple, là, il a son classeur de maths, c'est rouge. Sur son emploi du temps, ça va être rouge. Si son livre de maths, il n'est pas rouge, on peut mettre une gommette rouge. Enfin, on essaye aussi de simplifier son organisation avec les codes couleurs. Alors là, il y a aussi la question du temps. C'est vrai que c'est des enfants, pas tous bien sûr, qui des fois se disent « Ah, c'est combien de temps 1 heure? Combien de temps c'est 5 minutes ?» Ils sont rêveurs, ils sont ici. Et donc c'est vrai que l'idée du timer aussi, ça peut les aider à percevoir en fait le temps qui passe. Il n'y a pas que les timers. Là, c'est un exemple de timer, c'est le truc le plus connu, c'est très visuel, ça marche pas mal. Mais vous pouvez avoir des sabliers. Selon l'enfant que c'est, ça peut être juste l'horloge du bureau. Moi, j'aime bien aussi l'idée des programmes comme ça qu'on peut faire pour leur montrer en fait, pareil, le temps qui passe et aussi savoir qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc là, moi, j'avais noté au pif sur mon petit tableau, mais simplement pour montrer à l'enfant qu'il y a plusieurs activités et puis on peut marquer, voilà, j'avais noté la récréation et on peut associer bien sûr le timer. Encore une fois, on peut faire la même chose ou le même type de planning pour la semaine. Donc, alors moi je l'avais fait un peu sauvagement celui-là, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose, en fait il faut que ce soit pratique et qu'on puisse le mettre en place au quotidien. Donc en fait c'est pas un truc que vous devez créer tous les jours, c'est quelque chose qui est relativement modifiable. En fait vous avez une base fixe et une base qui sera voilà, augmentée, améliorée. Et comme tout à l'heure, en fait le fait de jouer sur les couleurs, ça va vraiment aider en fait le repérage. Voilà, moi des fois je colle des petites images. C'est vraiment l'idée, voilà, d'aider l'enfant à s'organiser, à repérer les choses. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire participer l'enfant en fait à la création de ses supports. Plus il participe à la création de ses supports, plus ça fera sens pour lui. Et l'idée aussi, enfin moi, ce que j'explique aux familles, c'est tous les dimanches soirs ou tous les soirs, en fait, vous vous asseyez avec votre enfant devant le planning et puis vous regardez ce qu'il y a à faire, etc. Et ce type de stratégie, ça fonctionne aussi pour les devoirs le soir ou pour la routine, voilà, la routine du matin, le moment de je vais prendre ma douche, etc. Donc ça, c'est des vidéos, juste pour info. Alors elles sont comme elles sont, mais en fait, elles sont destinées aussi aux enfants. Moi, je m'en sers en fait pour expliquer les choses dans le cadre de mon activité libérale. Donc l'idée, c'est que les enfants puissent les regarder, que les parents aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits doudous et des choses comme ça. Alors l'enfant a aussi une part importante dans la mise en place d'un outil. Il ne doit pas avoir peur de la différence. Il doit avoir conscience de ses capacités réelles. Par exemple, dans le cas d'une dyslexie, on sait que la copie de cours va être difficile. Il va évidemment devoir s'investir dans le projet. Il doit connaître et respecter les motifs de mise en place de l'outil. Donc ne pas jouer sur son ordinateur, être attentif à la leçon, bien organiser ses fichiers. Il doit s'entraîner à l'utilisation de l'outil informatique. Donc on a noté à titre indicatif que pour l'utiliser en classe primaire, l'enfant doit acquérir une frappe de 10 mots par minute minimum environ. Il doit évidemment prendre soin de son matériel, vérifier que l'ordinateur est chargé, prévoir sa batterie, son clavier, ses autres accessoires. C'est à moi.
Alors, du coup, sur les vidéos que vous avez vues tout à l'heure, il y a aussi la part des parents, en fait, c'est aussi de participer en fait, à la création des plannings, à l'utilisation des timers, etc. Et moi, ce que je dis toujours aussi aux parents, c'est on a plein d'idées, hein. Franchement, on a 1000 idées à la minute, mais c'est pas possible en fait de tout faire. Donc il faut aussi choisir sa bataille à un moment donné, de dire finalement qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire les devoirs, et c'est pour les devoirs que je vais accompagner, que je vais utiliser mon planning, etc. Ce qu'on demande aux parents aussi, bien sûr, c'est de faire confiance aux spécialistes, aux thérapeutes sur la mise en place des adaptations selon l'âge des enfants, mais c'est surtout aussi que c'est notre rôle en tant que thérapeute et spécialiste d'accompagner et de guider les parents à leur rythme aussi, bien sûr. Par contre, effectivement, ça, on ne peut pas le faire pour eux, c'est qu'on ne peut pas les obliger à venir nous voir, on ne peut pas les obliger à mettre en place les suivis nécessaires, etc. Donc ça, c'est effectivement la responsabilité des parents. Des fois, on est un petit peu déçu ou inquiet parce que l'enfant vient et il est déjà très âgé, etc. Mais voilà, il y a des choses qui nous échappent et du coup, c'est vrai que ça, c'est le rôle des parents aussi. C'est à condition qu'ils aient eu la bonne information au bon moment, bien sûr, et d'avoir eu le guidage qui va bien, c'est après effectivement à eux de mettre en place les suivis. Et c'est vrai que quand on demande aux enfants de faire des exercices à la maison, c'est vrai qu'on ne peut pas demander. On aimerait que l'enfant soit responsable et soit capable de se dire lui-même oui, voilà, il est 17h20, je vais faire mes exercices. On sait très bien que même nous, en tant qu'adultes, quand vous allez chez le kiné, que le kiné vous dit vous levez le bras 4 fois par jour, voilà. Déjà, nous, on ne le fait pas, donc c'est sûr que demander à l'enfant de le faire, c'est pas évident. Donc c'est vraiment aux parents aussi d'accompagner ça. Voilà. Équiper correctement l'enfant, vérifier qu'il parte à l'école avec le matériel au complet, etc. C'est vrai que nous, on parle beaucoup de l'ordinateur. Les enfants, ils partent à l'école avec leur ordinateur. Sauf qu'en fait, partir à l'école avec son ordinateur, ça suffit pas. Si vous avez l'ordinateur mais que vous n'avez pas le chargeur et que vous n'avez plus de batterie, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc c'est vrai qu'il faut vérifier que l'enfant ait son chargeur, il ait son ordinateur, il ait sa clé USB. Si le câble est trop court, il faut prévoir une rallonge. Enfin, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser aussi. À un moment donné, on avait beaucoup de réglettes scanners, etc. Elles sont tout le temps à plat, donc il faut penser à avoir des piles, etc. Sinon, ça ne marche pas. On demande aussi à chacun, en fait, on l'a mis dans la part des parents, mais en fait c'est valable pour tout le monde, c'est que l'ordinateur n'est pas un outil miracle, que son apprentissage prend du temps et que ça ne peut pas tout compenser. On a parlé de la dyslexie tout à l'heure, alors aujourd'hui on parle du trouble déficitaire de la coordination, mais on a aussi souvent des enfants qui combinent en fait plusieurs difficultés, donc simplement pour dire que l'ordinateur ça marche bien, ça répond à certaines demandes, mais ça ne répond pas à tout, et donc il faut quand même s'adapter au fait aussi à ce que l'enfant va être capable de faire malgré tout. Et justement par rapport à tout ça, en fait, par exemple, pour ceux qui ont des difficultés en lecture, s'inscrire sur Bookin, par exemple, c'est une association qui vous donne accès à des livres en format numérique, en fait, et c'est vrai que c'est très bête, en fait, mais on parle de livres numériques, l'école n'est pas toujours en capacité de les fournir, par contre, les parents peuvent faire la démarche, voilà. Donc on est aussi là-dedans, c'est qu'il y a la part de l'école qui fait ce qu'elle peut, il y a la part des parents qui font ce qu'ils peuvent, mais si chacun oublie ce petit côté-là, ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà, on voulait faire quand même un petit point sur tout ce qui est MDPH. Donc la maison départementale des personnes handicapées. Un dossier à compléter, en général, c'est une 30aine de pages. Alors maintenant, ça peut être fait intégralement en ligne. Il faut mettre plein de pièces jointes, il faut avoir un certificat médical obligatoirement, des bilans des différents professionnels. Donc même la MDPH propose d'aider par une assistante sociale pour avoir toutes les pièces pour être sûr que le dossier passe rapidement. Donc voilà, on peut avoir des accords ou des désaccords. C'est une équipe pluridisciplinaire qui évalue la demande. Et on peut obtenir soit du matériel pédagogique, soit une allocation, de l'aide humaine, des orientations, des prestations de compensation. Et donc, il y aura un projet personnalisé de scolarisation. Et ce n'est pas obligatoire, parce qu'on peut déjà avoir un ordinateur si la famille le finance pour l'instant, puisqu'a priori peut-être un jour ce sera sans accord de la MDPH, mais pour l'instant voilà, on peut avoir juste un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé qui permet déjà d'avoir à l'enfant d'avoir un ordinateur. Attention aux aménagements pour les examens. Ils peuvent être faits directement aussi avec le médecin scolaire, mais voilà, je vous donne les contacts au cas où. Alors, le matériel pédagogique, donc moi je suis censée, je suis personne ressource ici, à l'inspection académique, justement pour ce matériel pédagogique-là. Mais voilà, que peut faire l'enfant avec le matériel ? Alors, on a remis une petite phrase concernant l'évaluation.
en disant que l'évaluation est nécessaire à la mise en place du matériel pour vraiment déterminer quel sera le matériel le plus adapté à l'enfant en fonction de ses capacités, de ses besoins, de son niveau scolaire. On espère, après la mise en place de l'outil, qu'il pourra, par exemple, prendre ses cours en notes, produire des écrits de meilleure qualité, transmettre des documents, mieux s'organiser, être plus attentif à la leçon, rester concentré sur le cours en évitant la double tâche d'écriture. Voilà, évidemment, c'est non exhaustif et il y a encore plein d'autres choses que pourra faire l'enfant. Là, on a mis un petit lexique, parce qu'après, on va vous passer des vidéos, et donc c'est pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc, le logiciel de synthèse vocale, ça va permettre de lire le texte à l'enfant. La dictée vocale, l'enfant va dicter son texte et ça va être retranscrit sur son document. Le prédicteur de mots, ça va permettre à l'enfant, lorsqu'il tape au clavier, qu'il y ait des mots qui lui soient proposés. Le correcteur d'orthographe, ça va lui permettre de corriger son texte après l'avoir rédigé. Et l'OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères. Alors du coup, on vous a fait un petit listing en fait des logiciels qui existent sur ordinateur, simplement pour vous dire qu'il existe beaucoup de choses. On a fait la part ordinateur, on a fait la part tablette, parce que ça vient aussi de plus en plus à la mode en termes d'utilisation aussi, peut-être plus maniable, plus léger, etc. Donc on est bien d'accord que chaque enfant va bénéficier d'un outil qui va lui permettre de faire du traitement de texte. On est bien d'accord aussi que tous les enfants ne seront pas capables de prendre en note leurs cours sur ordinateur. C'est pour ça qu'on vous disait qu'il y avait une évaluation préalable, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne seront jamais capables d'être suffisamment rapides pour la frappe au clavier en classe. Ça s'évalue, et c'est pour ça que l'ordinateur n'est pas un objet miracle en fait, et que les aménagements scolaires autres sont nécessaires. Parfois, il faut continuer de permettre à l'enfant d'avoir accès à des cours en format numérique. Par contre, qu'il puisse noter un petit peu quelque chose, c'est quand même nécessaire, notamment parce que du coup, on peut aussi travailler sur la dictée vocale qui va permettre de produire du texte sans la frappe au clavier. On exclut bien sûr de cette utilisation les enfants qui ont des problèmes articulatoires énormes et qui les empêcheraient en fait d'être compréhensibles. Voilà. Mais c'est pour ça en fait encore une fois que il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qu'on a besoin vraiment de faire une évaluation au départ pour dire cet enfant va être capable d'utiliser ça. On l'entraîne aussi pour appuyer nos idées, etc. Et dans le traitement de texte, on a aussi beaucoup d'outils en fait, qu'on essaie de présenter en plus aux enseignants et aux accompagnements, aux AESH, dans le cadre de formation. Parce qu'en fait, dans ces outils, notamment de traitement de texte, on a par exemple la barre Studies qui va permettre en fait de faire on vous montrera des petites vidéos tout à l'heure, de faire des aménagements, donc des supports adaptés. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinateur, il peut à la fois être une solution de compensation pour l'enfant en classe qui a un ordinateur et qui va s'en servir, mais pour quelqu'un qui connaît ces outils-là, ça va être aussi l'occasion en fait de créer ou d'adapter les supports, comme on disait tout à l'heure, un exercice par page, une police d'écriture, une taille d'écriture, des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui ne sont pas forcément fastidieuses, parce que la première remarque que les enseignants peuvent nous faire, c'est « mais moi j'ai plein d'enfants dans la classe, ça va me prendre du temps ». Oui, mais c'est vrai que quand on maîtrise les outils, c'est forcément beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et je pense qu'il y a une grande méconnaissance aussi en fait de tous ces outils-là. Et même quand on les connaît, c'est vrai que plus on les utilise, plus on gagne en aisance aussi. Donc on a voilà le traitement de texte Word et OneNote qui va aussi permettre tout ce qui est organisation, parce que les enfants sur ordinateur, on va dire, de mon point de vue, leur plus gros souci c'est de s'organiser quand même. Ça reste une grosse difficulté, c'est-à-dire que sur ordinateur, il faut créer des fichiers, il faut les enregistrer au bon endroit. Il faut qu'ils soient capables aussi d'ouvrir un document et de ne pas en ouvrir un à chaque cours. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le chapitre 1 en histoire géo, c'est pas doc 1, doc 2, doc 3, doc 4. C'est un seul document qui s'appelle chapitre 1 dans lequel on a tout le déroulé. Et c'est pour ça que des fois l'AESH est absolument nécessaire. On a aussi tout ce qui est synthèse vocale, du coup, qui soit dans Word, soit on a Foxit Reader qui va faire pour la lecture de PDF, etc. On a les livres numériques, et dans Word, on a une synthèse vocale également. Les prédicteurs de mots, on a des prédicteurs de mots qui sont soit orthographiques, soit même phonétiques. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que l'enfant peut écrire la lettre V au lieu du F et que le prédicteur va être capable de faire la transformation. Il y a même parfois des images, notamment sur Lexibar. Vous aurez aussi une petite vidéo après. On a des applications pour entraîner la frappe au clavier, parce que ça fait quand même partie des choses, quoi qu'il arrive, moi, que j'impose d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un minima, il faut se repérer sur le clavier, vraiment quand c'est possible, si ça ne l'est pas du tout, voilà. Mais à minima, même pour écrire des petits mots.
On a tout ce qui est correcteur d'orthographe aussi, il y en a plusieurs. La dictée vocale, pareil, il en existe plusieurs. Et je reviens sur l'OCR. En fait, l'OCR, donc la reconnaissance optique des caractères, c'est je scanne un document dont je peux ensuite extraire le texte pour le faire lire, en fait, pour permettre à l'enfant d'accéder au sens du texte. Vous lui donnez une feuille papier, il va pouvoir le scanner et se faire lire le texte. Évidemment, on parlait du matériel tout à l'heure, si l'enfant a besoin de se faire lire le texte et qu'il est parti sans ses écouteurs, ça va poser problème parce qu'il ne peut pas écouter en classe. Et c'est la limite de la dictée vocale aussi, c'est que dicter en classe quand tout le monde écrit sur sa feuille, ça ne va pas bien. Mais là, pareil, il y a des aménagements scolaires possibles, s'il y a une AESH, peut-être qu'on peut avoir une autre salle, etc. Mais ça dépend de l'organisation. On parlait de la part de l'enseignant, ça fait partie, voilà, la part de l'enseignant, de l'AESH. Les mathématiques, on en parle aussi beaucoup parce que c'est vrai que la coordination des gestes pour faire de la géométrie, en fait, essentiellement aussi, là on parle vraiment de géométrie. Donc on a plusieurs applications qui fonctionnent bien par rapport à ça. Simplement, ce qui est toujours très très important, c'est que GeoGebra, par exemple, c'est une application qui permet de faire de la géométrie, mais qui ne vous propose pas ni d'équerre ni de compas. Ça va vous proposer des cercles, centre-rayon, etc. Donc en fait, l'enfant doit avoir des connaissances techniques mathématiques. C'est-à-dire que s'il n'a pas ces connaissances de base, s'il ne sait pas ce que c'est une perpendiculaire, une parallèle, c'est pas un outil dont il va pouvoir se saisir à ce moment-là. Voilà. Pour les plus grands, on a d'autres applications comme chez Mix, voilà. Et comme ça, pareil, on en parle de plus en plus, les cartes mentales, etc. Et aussi de dire qu'il y a plusieurs façons d'apprendre des choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'apprendre en lisant des textes ou en lisant des supports. En fait, on peut aussi bénéficier, c'est quand même très à la mode, de livres audio, de podcasts. Il y a des choses qui sont très très bien faites sur des sujets qui sont quand même très très variés. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on peut apporter aux enfants. En fait, c'est que l'apprentissage peut se faire de différentes manières. C'est vrai que c'est un petit peu moins académique de dire je vais aller visiter un musée, je vais regarder des vidéos, je vais écouter des podcasts, mais en vrai ça marche aussi pour apprendre des connaissances. C'est vrai que le fait de multiplier les entrées en fait pour que l'enfant apprenne une connaissance, ça marche quand même très très bien. C'est un peu flou, mais donc là il y a un texte juste pour l'enseignant au niveau de l'adaptation du texte. Donc on peut évidemment changer la police pour prendre une police sans empattement, comme je te disais tout à l'heure, agrandir. Alors, on a une taille 14 ou 16. On a aussi les interlignes, l'espacement entre les lignes qui est important. Vous avez la possibilité d'espacer même entre les lettres. Entre les mots. C'est tout ? Ah non, il y a l'utilisation des styles. Voilà, donc là on est sur un style. Il faut savoir que les styles, vous pouvez les modifier si vous avez des différents élèves avec des dyspraxies différentes, des dyslexies, etc., etc. Vous pouvez très bien faire un style par élève. Donc c'est-à-dire que vous avez un seul document et en quelques clics, vous pouvez imprimer 4 feuilles différentes. Voilà, vous ne recherchez pas à chaque fois à modifier tout. En un clic sur un style, vous avez directement le texte qui est adapté à l'élève. Donc vous retrouvez après, vous pouvez le faire pour juste ce document ou pour tous les documents qui vont suivre. Donc là, je viens de modifier le style de base et en cliquant dessus, du coup, voilà, il est tout de suite adapté. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait beaucoup d'onglets en haut. En fait, ici, il y a la barre Studies qui est installée en plus et qui permet de faire des adaptations du texte. Donc, c'est la barre du Cartable Fantastique qui a été repris par Malher-Besson pour faire la barre Studies. Donc, vous pouvez mettre, soit surligner une ligne sur deux pour qu'il ne se trompe pas de ligne, soit mettre avec des couleurs différentes. Vous pouvez mettre des mots de couleurs différentes. Vous pouvez utiliser les ponctuations aussi avec des couleurs. Donc ça, c'était pour se repérer dans la feuille. On commence le ciel en haut et la terre en bas. On commence au feu vert, on s'arrête au feu rouge.
Il y a beaucoup d'adaptations. Alors, la barre stylisme, elle existe en 4 versions. Primaire, collège, lycée, mais aussi adaptateur. Et pour tous les enseignants, on peut avoir voilà, facilement des textes à trous avec ou sans proposition pour faire les dictées, par exemple. Vous avez la possibilité de faire des étiquettes, etc., etc. Tout ce qui est essayer d'accélérer, en fait, puisqu'il n'est pas forcément très rapide à la frappe. Vous avez la possibilité de faire des en-têtes. Avec la petite coccinelle, vous modifiez le nom et la classe. Vous pouvez insérer un petit tableau pour la conjugaison, pour que ça aille plus rapidement, qui peut mettre juste ses verbes. Vous avez aussi un onglet mathématique qui est très pratique pour tout ce qui est positionnement dans l'espace, puisque là, vous avez soit les gabarits, soit directement les opérations qui vont être posées. Donc on va faire un exemple de division. Vous imaginez que faire la potence sur un ordinateur, c'est quand même assez compliqué. Donc là, la division, elle va se poser avec les nombres qu'il aura rentrés. Donc c'est à lui de la faire, ça ne va pas lui faire sa division, mais par contre, elle sera bien posée. Vous avez tout ce qui est les unités en bleu, les dizaines en rouge, les centaines en vert, etc. Vous avez des codes couleurs que vous pouvez adapter aussi. Tout ce qui est tableau de conversion, que ce soit pour les longueurs, les aires, les volumes, les grammes, les litres. Vous pouvez faire des tableaux de proportionnalité. Enfin, normalement, il y a un moyen de quasiment tout faire sur l'ordinateur sans repasser par le format papier. Je dessine un truc, je prends une photo, je le remets après dans ma leçon. Donc pour ce qui est tableau aussi, vous avez la possibilité que ce soit des lignes de couleurs différentes pour qu'ils se repèrent plus facilement, parce que c'est très compliqué les tableaux. Pour les enseignants, vous avez tout ce qui est méthode Picbee que vous connaissez sans doute, où on peut refaire voilà, tout ce qu'ils ont fait comme manipulation, où ils ont bougé eux-mêmes leurs jetons. Voilà, on peut retrouver le fait d'avoir tout ce qui est les doigts, la constellation des dés, pour essayer de mémoriser vraiment le nombre. Et ça, c'est gratuit. Quand on a Word, on peut télécharger gratuitement cette barre, la barre Studies. S-T-U-D-Y-S. Et on retrouve la même chose avec les différentes méthodes de maths. Il n'y a pas qu'avec Picbee, ils en ont mis plusieurs. On peut avoir tout ce qui est réglette aussi. Voilà, il y a plusieurs méthodes différentes, donc ils ont adapté pour qu'on puisse faire les différentes méthodes, même pour la soustraction. Il y a les 2 méthodes de soustraction par emprunt ou traditionnelle. Enfin, c'est vraiment très adapté. On peut faire donc des frises chronologiques. Donc en histoire, ils peuvent aussi utiliser leur outil. Vous pouvez mettre les dates, une rupture du temps pour tout ce qui est préhistoire qui est très longue. Vous pouvez mettre tous les événements qui y sont passés avec des repères différents. Et en sciences, on peut également faire ces schémas en électricité. Voilà, un petit circuit électrique. Il faut faire bien. En fait, c'est des objets à chaque fois, donc il faut bien faire attention à désélectionner chaque objet pour pas que le suivant fasse disparaître celui qu'on vient de mettre. Là, on sent l'expérience. Mais c'est quand même hyper pratique pour ceux qui ont du mal au niveau graphisme. Et voilà, tout ce qui est expérience en sciences, normalement, ils peuvent dessiner tout. Donc, il y en a qui sont déjà pré-mâchés, où il y a déjà tout un système qui est fait, mais sinon, on peut faire les uns après les autres les différents éléments. Voilà. Donc là, on a l'application OneNote en fait qu'on peut utiliser en fait sur ordinateur et qui permet de travailler l'organisation. Donc la vidéo, elle en a accéléré plus, mais ce qui était l'idée, c'était de vous montrer en fait qu'on peut avoir un système de classeurs avec des intercalaires et que dans ces intercalaires-là, on peut encore avoir des feuilles distinctes. Ça veut dire que alors tout est enregistré de façon automatique. Bien sûr, on peut exporter, etc. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de dire que pour répondre à ce besoin d'organisation, on a cette application-là. Qui a aussi des fonctionnalités très pratiques avec la création de zones de texte. On peut aussi avoir les tableaux, on peut mettre des pièces jointes, c'est-à-dire que si vous avez un document qui soit Word ou qui soit PDF, vous pouvez l'inclure là-dedans. Ça veut dire qu'on peut vraiment ramener tout dedans et avoir vraiment
à un seul endroit tous les documents. Et c'est vrai que ça évite aussi, parce qu'il n'y a pas de question d'enregistrement, en fait, ça évite l'écrasement des fichiers, la perte et le déplacement. Ça arrive souvent, en fait. Les enfants ont des fois tendance à faire clic, 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 et du coup, le document d'SVT a écrasé celui de mathématiques. Et du coup, quand ils vont ouvrir le fichier qui s'appelle mathématiques, ils vont se retrouver avec un cours d'SVT. Ah, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Par la force des choses, c'est sûr, on n'était pas là, donc oui. Mais donc c'est vrai que là, ça c'est une des solutions qui existent pour éviter cette problématique-là. Il y a une reconnaissance de texte aussi, donc on peut se faire lire le texte. Moi, la limite que j'ai avec ce document-là, c'est qu'il est vraiment... En fait, il faut imaginer une feuille immense comme les tableaux qui sont derrière moi. Donc quand vous voulez passer un document, quand vous voulez l'imprimer en format A4, là, ça c'est un peu la limite de son utilisation. Et c'est vrai qu'après, il faut bien penser, comme dans Word, comme dans n'importe quelle application, en fait, on peut modifier la barre d'outils qui est au-dessus, parce qu'en général, elles sont très complètes, elles sont tellement détaillées que les enfants s'y perdent. Donc ça, c'est aussi le travail, notamment de l'ergothérapeute, quand il va accompagner l'enfant dans la mise en place de cet outil-là, c'est à lui aussi d'épurer un petit peu pour que l'enfant n'ait pas 36 choses à voir et à manipuler. Word. Le traitement de texte Word a également une synthèse vocale. Donc ça, c'est juste une démo de synthèse vocale. Il faut savoir que c'est une voix de robot, donc elle va lire du mieux qu'elle peut. Mais c'est pour ça aussi que de temps en temps, pour les enfants, c'est sympa d'avoir des livres audio. Parce qu'un livre audio, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui lit. Et donc toutes les intonations, vous les aurez. Là, c'est une voix mécanique. Mais c'est vraiment très pratique et c'est utilisable dans la plupart des applications. Donc même sur téléphone, etc. Donc les enfants peuvent avoir accès à leur texte très facilement. Alors, pendant que Cécile parlait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi des outils dans Word maintenant qui permettent d'avoir différents espacements du texte pour qu'il soit, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de vue périphérique, ou voilà, on arrive à faire soit un texte plus étroit, soit avoir un fond plus foncé, ou même du blanc sur du noir. On peut couper par syllabe. Enfin, il y a différents outils qui existent déjà, même dans un simple Word. Vous le trouverez sur l'onglet « Révision » et dans les fonctions vocales, lorsque vous sélectionnez le texte que vous souhaitez que l'ordinateur lise. Alors moi, je recommande toujours de passer par PDF, tout simplement, parce que comme ça, le document n'est pas modifiable. C'est-à-dire que c'est comme une photocopie qu'on distribue. En fait, l'enfant va pouvoir écrire par-dessus. Sinon, si l'enfant reçoit un document Word avec 3 petits points, quand il va écrire sur les 3 petits points, bien sûr, ça va déplacer toute la mise en page. Et ça, c'est pas une solution gagnante. Donc ça, c'est un modèle d'application qui existe. Donc c'est celui que moi, j'aime le mieux, c'est PDF Exchange Editor. Mais il en existe plein d'autres. Rien ne vous empêche d'utiliser les autres, bien sûr. Et encore une fois, on a une barre d'outils en haut qui nous permet d'avoir accès à tout un tas d'outils, créer des zones de texte, écrire, ajouter des formes, etc. S'il faut faire des schémas, n'importe quoi, on peut vraiment tout faire. Simplement, ça demande un petit peu d'entraînement. Voilà. Et du coup, l'enfant peut vraiment faire la même chose que les autres. S'il le fait sur ordinateur, il peut le faire. C'est juste que les outils et les consignes peuvent être aussi adaptés. Et ça, c'est pas forcément facile de comprendre des fois que l'enfant, pour lui, c'est pas forcément pratique de souligner en vert, que peut-être il a le droit de surligner en vert plutôt. Enfin, des fois, c'est aussi, là, pourquoi on parlait de la part de l'enseignant, c'est de faire attention à la consigne, en fait. Parce que les enfants, la maîtresse, elle a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc ils vont faire comme on leur dit. Évidemment, s'il faut souligner en vert, ils soulignent en vert. Mais c'est vrai que sur l'ordi, si c'est plus facile de surligner en vert, peut-être que lui, spécifiquement, il a le droit d'adapter un peu la consigne. Ça, c'est un des exemples juste pour vous montrer de logiciels de frappe au clavier. C'est toujours pareil, en fait, et ça a déjà été dit aussi, c'est que quand on travaille avec les enfants, en fait, dans l'idée, c'est qu'il faut quand même un peu les motiver, il faut leur proposer des choses ludiques, etc. Donc, par exemple, dans cette application-là, on peut rajouter le texte qu'on veut. Donc, c'est vrai que moi, quand ils sont fans de tracteurs, j'en ai un certain nombre en ce moment, je leur mets des textes sur les tracteurs. Quand ils sont fans d'animaux, quand ils sont fans de la petite sirène, ce que vous voulez. Du coup, on peut travailler spécifiquement comme ça. Par contre, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut multiplier, en fait, les opportunités d'apprentissage, et c'est pas parce qu'ils maîtrisent dans le logiciel qui va maîtriser ailleurs, c'est-à-dire que ça, c'est pas de la copie de texte, c'est pas de la copie au tableau, le texte il est déjà là et j'écris par-dessus, donc c'est pas la même chose, il n'y a pas le repérage de la même manière, il n'y a pas de repérage de ligne, en plus les couleurs, les lettres elles sont colorées au fur et à mesure. Ça, c'est une démo du coup juste du correcteur orthographique. Donc pour ceux qui en ont besoin, simplement pour dire que donc là par exemple c'est le modèle avec le Robert correcteur. Ça c'est dépendant de la capacité de l'enfant à faire des choix orthographiques cohérents.
C'est-à-dire que tous les enfants ne sont pas en mesure de se saisir de cet outil-là. Et encore une fois, si l'enfant n'est pas capable de faire ses corrections orthographiques ou d'utiliser le prédicteur de mots, peut-être qu'il faut trouver une autre solution, que ce soit la dictée vocale ou la présence de l'adulte. Des fois, ce qui marche, en fait, c'est d'avoir un secrétaire, en fait. En cliquant sur Windows et H, virgule, on fait apparaître le micro. Point. Une limitation de cet outil, c'est qu'il fonctionne en fait en ligne. Donc ça, c'est pareil, si l'enfant en a vraiment besoin, ça peut être du dépannage à la maison, des choses comme ça. Mais en classe, déjà, il y a cette question d'être seul et isolé. Et la deuxième chose, c'est que, pareil, là, si l'enfant n'a pas accès à Internet, il n'a pas accès à Internet. On a des collèges qui sont d'accord pour que l'enfant ait accès à Internet, ou alors qui autorisent l'utilisation du téléphone portable comme modem avec un partage de connexion. Mais ça encore, voilà, l'ordinateur, c'est pas parce que l'enfant a l'ordinateur, pouf, tout fonctionne. Ou alors, il faut prendre Dragon. On a des outils du coup pour scanner les documents. Donc la fameuse réglette scanner qui fonctionne. Alors c'est apprendre à l'utiliser, c'est quand même quelque chose. Disons ce qui est. Il y a des piles, elles sont tout le temps à plat. Franchement, c'est pas le meilleur outil, celui que je recommande, mais elle a le mérite d'exister. Elle fonctionne très bien. Mais pareil, il faut les piles, il faut le câble pour connecter à l'ordinateur. Et si vous voulez vraiment faire les choses bien, du coup, il y a un logiciel qui va vous permettre de récupérer vos données, d'avoir des documents de plusieurs pages, etc. Donc c'est absolument génial. Mais là, pour le coup, en termes de manipulation, il faut quand même être un petit peu à l'aise. C'est vrai que plus le temps passe et plus moi je vais utiliser finalement le scanner du téléphone qui est quand même celui qui marche le mieux. Je suis désolée, au collège les enfants ont pratiquement tous un téléphone portable. Donc voilà. Dans l'idée du scanner, en fait, c'est vraiment toujours, encore une fois, pour permettre à l'enfant d'accéder à des documents qui n'auraient pas été déjà numérisés ou qui ne sont pas déjà au format numérique fourni par l'enseignant, en fait, qui puisse récupérer le matériel lui. Mais en vrai, si on vivait dans un monde idéal, l'enfant n'aurait pas besoin de scanner, en fait, puisqu'il aurait déjà les documents en format numérique. Peut-être même on lui aurait donné en début d'année ou une semaine en avance, ce serait formidable. Comme c'est pas le cas, évidemment, faut qu'il puisse scanner. Mais si ça peut être fait en amont, c'est vachement mieux. Et il existe aussi des scanners maintenant ça peut être acheté par le collège, quoi. Un scanner qui est beaucoup plus gros et qui permet de scanner complètement un livre. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont... il aplatit les pages tout seul. Enfin, voilà, normalement, c'est, à mon avis, plus le rôle de l'enseignant de lui fournir directement un format numérique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare... on essaie au maximum d'échanger avec les enseignants pour leur montrer des solutions qui existent. Mais en fait, ce qu'on fait aussi, surtout, c'est qu'on prépare les enfants à répondre à différentes situations qu'ils vont rencontrer. Là, c'est une démo en fait du logiciel GeoGebra dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui implique vraiment que l'enfant ait des connaissances techniques. Il faut qu'il sache que c'est une perpendiculaire, une parallèle, il faut qu'il sache que c'est un segment, il faut qu'il ait ses notions, etc. Et là, juste donc la vidéo, bien sûr, en accéléré pour vous montrer comment on peut construire un carré. Il y a plusieurs façons de construire un carré, mais le petit bandeau qui est sur la gauche va pouvoir permettre à l'enseignant de suivre en fait les différentes étapes de construction. Parce que les enfants, ils aiment bien tricher, ils ont plein de stratégies pour aller plus vite. Sauf que ce qu'on leur demande des fois, c'est de construire. Donc Folderico, au cas où, c'est un petit logiciel qui permet juste de modifier l'apparence des dossiers. Donc comme ils ont souvent des problèmes pour s'organiser, au moins ils retrouvent facilement le dossier de maths, le dossier de français. On peut mettre des couleurs différentes, mettre le petit drapeau de l'Angleterre, par exemple, pour le cours d'anglais, etc., etc. Et là, on ne pouvait pas faire sans, surtout pas si c'est moi qui parlais aujourd'hui. Donc du coup, on a la même chose sur la tablette. Il y a beaucoup moins d'applications, tout simplement, parce que les applications en fait, qui sont là ont beaucoup plus de fonctionnalités. Donc en fait, on n'a pas cette multiplicité des applications. On en a certaines qui font déjà le job de plusieurs, en fait. Notability, par exemple, il fait le job de OneNote, il fait le job de PDF Exchange Editor et de Word en même temps. Donc c'est quand même vachement sympa. Page, ça c'est l'application de traitement de texte, voilà. Donc en fait on parle de tablette, on l'a pas écrit, mais je vais le dire, en fait c'est un iPad parce que pour l'instant c'est là où on trouve les applications qui fonctionnent le mieux. Alors voilà, c'est comme ça, on peut pas faire autrement pour l'instant. Ensuite pareil, tout ce qui est géométrie, tout ça c'est pareil, les applications de traitement de texte c'est les mêmes ou il y en a d'autres. La tablette a directement un dictaphone aussi, donc on peut enregistrer de l'audio. Alors l'ordinateur là aussi, mais là c'est vrai que ces outils sont accessibles beaucoup plus rapidement. On a aussi un scanner, et là pour le coup la grosse force de la tablette c'est qu'en fait comme elle a une caméra intégrée, vous pouvez, il n'y a pas j'ai un scanner, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai tout directement là.
une liseuse dessus, on a le prédicteur de mots, on a le calendrier qu'on a aussi sur l'ordinateur. Et pareil pour le classement, voilà, on a aussi tout ce qui est carte mentale, etc. Parce qu'il est très beau, on vous a mis une petite vidéo de l'agenda scolaire qui existe pour l'instant, et en fait qui ressemble très simplement à un agenda papier. Il a vraiment le visuel de l'agenda papier, qui permet voilà, à l'enfant de... C'est pas une obligation, hein, ça c'est pareil, encore une fois, on définit avec l'enfant, est-ce que tu as un agenda comme tout le monde, ou est-ce que tu as un agenda numérique? Les deux sont possibles, c'est dépendant des besoins et du contexte. Le prédicteur de mots, Lexibar, du coup, c'est vrai que je vous ai parlé de la tablette, c'est le même sur l'ordinateur, en fait. C'est juste qu'il a effectivement ce design-là, d'avoir les mots. Donc, il a donc deux prédicteurs, le prédicteur orthographique et le prédicteur phonétique. En version payante, hein, il a les deux. En version pas payante, il a que le orthographique. Et il a les dessins. Et les dessins, c'est vrai que pour le choix, du coup, ça aide vachement. Un enfant qui est très très lent, le prédicteur de mots, c'est vachement bien, mais ça lui fait pas gagner un temps fou non plus, hein. C'est chronophage d'utiliser un prédicteur de mots, donc c'est pareil, on va choisir dans quel contexte on va l'utiliser, dans quel contexte ça n'a pas de sens de l'utiliser, et on lui préférera une autre stratégie. Donc ça, c'est juste la démo du scanner. Il existe une modélisation en fait, de toutes les applications qui existent. Voilà. Du coup, pour conclure, on a voulu réinsister sur le fait que l'outil informatique n'est pas un outil miracle, qui ne convient pas forcément à toutes les problématiques. Une évaluation pluridisciplinaire est nécessaire pour déterminer quel sera l'outil le plus adapté. Sa mise en place demande un long apprentissage et pour que ça fonctionne, il est nécessaire que tous les acteurs, parents, enfants, enseignants, thérapeutes, coopèrent.